également sur le bouton record parce que la séance va être enregistrée. Alors, bonjour à tous, content de vous accueillir. Je reconnais aussi des anciens, des fidèles, et aussi, je suis heureux de vous accueillir de nouvelles personnes et de tout faire pour répondre à vos attentes. Alors, ce webinaire va durer 45 minutes. Je vais vous exposer beaucoup de choses et n'hésitez pas à poser vos questions, écrivez-les dans la fenêtre de chat et régulièrement, je regarderai, je fais une pause et je répondrai à toutes vos questions. Alors, quelques mots de présentation. Je m'appelle Régis Bossu, spécialisé dans le domaine du management des hommes, le fondateur et le président d'International Leadership. Et nous travaillons sous forme de formation, de coaching, de conseil, en présentiel, en e-learning, en blended, individuellement, en groupe, en face à face, en présentiel et à distance. Et tous les partenaires ILS et les directeurs associés ont un parcours comparable au mien, c'est-à-dire que nous sommes des praticiens. Nous avons tous un vécu de 10, 15 ans et plus en entreprise, en tant que manager et dirigeant. Maintenant, oui, nous faisons aussi des formations de coach interne avec une formation spécifique et sur mesure qui s'appelle le leadership exponentiel. Alors, les conditions de la réussite d'une négociation à long terme. Les conditions de réussite d'une négociation à long terme, eh bien, c'est d'abord qu'il y ait un accord sur les deux parties et surtout que cet accord soit équilibré. Mieux l'accord est équilibré, plus il a de chances de vivre dans la durée, sur du long terme. Maintenant, c'est aussi entretenir la confiance. Nous sommes tombés d'accord, on va travailler ensemble. Maintenant, que faire pour que ça marche durablement? Il y a eu un climat de confiance, chacun se fait confiance, maintenant la confiance, ça s'entretient. Ça veut dire qu'on va faire le point régulièrement, on va d'abord respecter nos engagements, et aussi faire le point régulièrement, réduire les écarts, donner des explications, corriger le tir, chaque fois que c'est nécessaire. Maintenant, ce que nous allons travailler ici même, ce sont les outils d'une négociation et non pas la stratégie et les grands principes. Tout ce que nous allons travailler là peut être utilisé dans des ordres différents, à des moments différents, que ce soit une négociation multipartite, que ce soit une négociation face à face, que ce soit une vente d'ailleurs. Alors maintenant, les principales qualités d'un négociateur efficace. Ah, d'après vous, quelles sont ces qualités? L'empathie. L'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre pour le comprendre de l'intérieur. Mieux je comprends l'autre, mieux je vais pouvoir réagir à ses attentes, mieux je vais pouvoir aussi être positif. Être positif, eh bien, c'est chercher le positif, s'appuyer sur le positif. Même quand j'ai quelqu'un qui s'oppose, je vais rechercher d'abord à le comprendre, à trouver des points d'accord, des points sur lesquels on peut se réunir et aussi comprendre ce que l'autre veut et le lui montrer. C'est voir positivement, chercher le positif pour s'appuyer sur le positif, penser positivement et rechercher des intérêts communs plutôt que les intérêts divergents. C'est capter le positif d'abord, les intérêts communs, c'est là-dessus qu'on va commencer à construire. Et aussi être orienté solution. Ça veut dire aussi faire abstraction de son ego. Notre but, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est d'aboutir, d'obtenir un accord et trouver des solutions. Et bien sûr, dans ces cas-là, c'est la flexibilité. D'abord, être prêt à la nouveauté, prêt à la surprise. Une négociation, si bien construite soit-elle, si bien organisée, préparée,
eh bien, elle se déroule souvent différemment que prévu. D'où être prêt à cela et aussi prêt à s'adapter. Et un autre point, c'est le professionnalisme. Une négociation, ça se prépare. C'est tout à fait différent que de l'improvisation, faire confiance à son talent, ses capacités d'improvisation, quelquefois aussi, comme certains le disent, ce goût du baratin. Par exemple, un négociateur professionnel, c'est tout à fait quelqu'un de différent de quelqu'un qui parle beaucoup, qui s'exprime beaucoup et puis qui improvise. Le professionnalisme, c'est préparer. C'est être concret plutôt que de se répandre dans des grandes phrases, des grandes idées, des grands rêves, des illusions. C'est ponctuel. Je suis ponctuel et aussi je respecte les délais. C'est ça aussi être crédible. C'est faire ce qu'on dit, c'est faire ce qu'on promet. Et puis aussi, être crédible, c'est dire notre crédibilité, notre expérience, être capable de mettre en avant nos points forts sans nous vanter. Dire des choses sur notre expérience et notre savoir-faire qui soient vérifiables. Et être centré sur l'objectif et non pas centré sur ma personne et sur mon ego. Et une autre qualité, l'enthousiasme. Il y a des moments, je montre de l'enthousiasme, je suis convaincu, l'enthousiasme, je montre que j'y crois. Et ça entraîne les autres, la force de l'enthousiasme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être excessif. Je le suis un peu de temps en temps, je le reconnais. Et ceci étant, l'enthousiasme, à certains moments, quand il faut argumenter, on est convaincu, il faut pouvoir le dire avec enthousiasme. Maintenant, l'enthousiasme, on ne l'a pas toujours. D'où aussi l'intérêt d'être préparé, répéter aussi son argumentaire jusqu'au moment où on l'aime. Donc, nous avons parlé de préparation, de professionnalisme et de préparation. Voici donc les points clés d'une préparation. Alors, je vous rappelle que tous ces points que je vais vous donner, vous allez les récupérer, je vais vous envoyer ensuite l'aide-mémoire tout de suite après le webinaire. Tous ces points-là, vous allez les avoir, ce sont des outils que vous pourrez utiliser ensuite. Préparation d'une négociation, le but. Quel est mon but? Alors, vous allez me dire, c'est évident. Oui, c'est évident. Bien sûr. Seulement, plus ce but est clairement défini, plus on se donne les moyens d'atteindre ce but. D'où la nécessité de le clarifier, de faire en sorte qu'il soit concret. À quoi vais-je voir que mon but est atteint? Concrètement. Alors pourquoi négocier aussi? Quelquefois, ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a des gens qui se mettent à négocier alors qu'on peut l'éviter. Ça arrive. Notre objectif concret est le délai pour l'atteindre. Se donner une marge et puis être d'accord avec notre interlocuteur aussi sur cette marge, sur ce délai. Et nos conditions maximales. Je négocie, d'accord, c'est ça que je veux obtenir, d'accord. Maintenant, l'autre peut avoir des intérêts différents ou des idées différentes, et aussi, je peux être amené à faire des concessions. Quelles sont les conditions, les concessions maximales? Et là, c'est clair. Qui mène la négociation? Quelquefois, il y a des négociations qui durent. Il y a plusieurs interlocuteurs et aussi plusieurs personnes qui mènent la négociation, quelquefois de pair, on s'échange, ou quelquefois on alterne. La négociation, c'est pendant une première phase et aussi en réserve. Quelquefois, on arrive dans une négociation, on a l'impression de stagner. On a tout dit, on a fait le maximum,
et on a l'impression de stagner et de tourner en rond. Quelquefois, il suffit que quelqu'un prenne le relais ou peut-être trouve d'autres idées ou une autre stratégie et ça débloque la situation et on va de l'avant. Mieux on l'a prévu, mieux ça va. Et les informations sur l'autre partie. Avant de démarrer, mieux je connais l'autre partie, plus les informations, mieux je vais pouvoir me préparer. Me préparer, moi, plus je vais limiter aussi les risques de surprise et mieux aussi je vais pouvoir trouver des idées et des arguments qui coïncident mieux aux attentes de l'autre, à son fonctionnement, à ses principes, ses valeurs. Quelquefois, il suffit de regarder la presse ou Internet pour en savoir beaucoup sur certaines personnes ou les entreprises. Alors donc, l'autre partie, leurs objectifs. Le ou les personnes en tant que personnes, qu'est-ce qui les anime? Leur stratégie supposée, leur stratégie prévisible. La faiblesse, pourquoi veulent-ils négocier? Pourquoi on va les voir? Pour répondre à quels besoins? Leur motivation et leurs atouts. Maintenant, s'il y a l'autre partie, il y a nous-mêmes. Nous-mêmes, nos propres atouts, nos forces, nos atouts, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, de complémentaire, de fiable comme service? Qu'est-ce qui fait notre différence? Nos faiblesses éventuelles, il vaut mieux les connaître. Et puis quelquefois, mieux on les connaît, mieux on peut aussi les transformer en avantages. C'est quelquefois possible. Et nos points communs. Nos points communs ou nos complémentarités. C'est déjà partir positivement, construire. Alors, il y a quelqu'un qui dit alors oui, vous aurez le replay, absolument, Emmanuel. Oui, il faut vérifier le son, même si on l'a déjà fait une fois, quelquefois, la deuxième fois ça va mieux. Alors, Emmanuel, je vais essayer, tout en principe ok, mais pas de son. C'est une première depuis le confinement, alors que j'ai au moins 2 webinaires par jour. Et oui, nous aussi, et quelquefois, effectivement, il y a des problèmes de son, on ne comprend pas pourquoi. As-tu essayé un autre moteur de recherche? Ah oui, ou un autre navigateur, pourquoi pas? Vous pouvez essayer tous les navigateurs que vous voulez sauf Safari. Allez, après cette pause, continuons. Préparation d'une négociation, donc le but, oui, c'est ce que nous avons dit. Et je vais vous remettre maintenant un guide de préparation d'un entretien, qui est un entretien qui peut être un entretien de vente, de négociation, ou aussi toute forme d'entretien. C'est un véritable outil et il sera à votre disposition. Guide de préparation à mon interlocuteur, la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Le but concret de l'entretien, à quoi vais-je voir que cet entretien est réussi? Et les questions préalables sur mon interlocuteur. Est-il préparé? Connaît-il le but de cet entretien? L'ai-je suffisamment informé? Quelquefois, c'est nécessaire. Bon, on va par exemple travailler sur un projet important, complexe. Eh bien, si l'autre est informé ou si je lui ai donné les informations, un dossier, ça va l'aider à venir mieux préparer lui-même. Il y a des cas, c'est important. Et les questions que je me pose sur mon interlocuteur et les réponses, ça complète ce qu'on disait tout à fait précédemment. Quelles sont les questions et objections possibles de mon interlocuteur? Anticiper sur les principales difficultés. Je me mets à la place de mon interlocuteur. Quelles sont les questions les plus difficiles qu'il peut me poser? Quelles sont les objections? Je me mets à sa place. Et aussi, si par exemple, je me mets à la place de mon ou mes interlocuteurs, je vais trouver les principales objections. Il peut y en avoir une, deux, trois, rarement plus.
Maintenant, si je trouve toute une série d'objections, j'ai sans doute intérêt à me poser la question si le projet que je vais vendre ou le produit est véritablement au point. Maintenant, la documentation nécessaire à avoir avec moi pour cet entretien et aussi les phrases ou la phrase d'introduction. C'est un bon moyen de réussir son tout premier contact. Prendre les pieds dans le tapis et commencer à bailler, on va dire une chose à la place d'une autre. Quelquefois même, c'est prononcer convenablement le nom de notre interlocuteur. Alors maintenant, il y a toujours un problème de son avec Emmanuel. Emmanuel, écoutez, suivez le visuel, les visuels, vous aurez le replay. Et puis aussi, vous pouvez nous poser des questions. Alors, les phases d'un entretien, qui peut être un entretien de vente. Premier contact positif. Tout faire pour réussir une bonne première impression. L'accord sur le but et le déroulement. Notre but, c'est bien ceci et cela, et on a prévu de faire ceci et cela, et aussi dans quel délai, avec qui. Et la découverte des points d'intérêt de l'autre. Mieux je connais ce qui l'anime, ce qui l'intéresse, ce qui le motive, mieux je vais pouvoir y répondre. Et il y a Julie qui disait victoire. Ah, super, c'est une bonne nouvelle, Julie. Comme quoi la persévérance, une qualité aussi dans la négociation, jamais baisser les bras. Et Sarah qui dit bravo. Et là aussi, dans la négociation, savoir valoriser l'autre. Très bien, mais dites donc, hein, vous mettez en application. La découverte des points d'intérêt, et quand on a découvert ces points d'intérêt, montrer qu'on a compris. On peut le montrer par la reformulation. L'argumentation, et nous allons y revenir plus en détail, la réponse aux objections, la considération à un certain moment, se mettre à la place de l'autre, le considérer, le valoriser quand c'est justifié, quand c'est vrai. Une valorisation, une félicitation, c'est différent de la flatterie. Conforter, on va voir après ce que... Ah, conforter. Conforter, quelquefois, on a un interlocuteur qui réagit positivement. Il dit, ah oui, c'est bien ça aussi. Et alors, plutôt que de lui couper la parole, eh bien, c'est tout simplement de l'amener à dire pourquoi, renforcer le positif, plutôt que de l'interrompre et puis commencer à moi-même argumenter. Il dit, c'est bien ça aussi. Ah oui, et qu'est-ce que vous y voyez de bien pour vous-même? Quel est l'intérêt? Quel intérêt voyez-vous pour vous personnellement? Voilà. Et plus un interlocuteur trouve lui-même des points positifs, plus il va s'auto-convaincre. C'est magique. Et la conclusion. Sans conclusion, aucune action. Et dans la conclusion, quand on a tout dit, savoir faire le silence. On aura l'occasion d'y revenir si vous voulez. Alors, maintenant, j'aimerais bien que le PowerPoint se déclenche. Oui, ça va venir. Il ne demande que ça. Alors, revenons dans les différentes phases d'un entretien, d'une vente, d'une négociation. Le premier contact, faire que ce premier contact soit positif. Donner une première bonne impression. Je suis un spécialiste, par exemple, de tel domaine, eh bien, je vais tout faire pour que je sois reconnu comme tel. Si, par exemple, moi-même, spécialiste du management, de la motivation, j'arrive
en montrant par exemple que je ne suis pas sûr de mon fait, du sujet que je vais développer, que je suis pas en confiance. Est-ce que je démarre bien? Je vais susciter la méfiance plutôt que le reste. Le premier contact positif, ce que je montre, ce que je dis, l'impression que je donne. Et ça repose sur une infinité de détails. Donc, les 5 premières secondes, qui peuvent durer une fraction de seconde, et qui vont influencer tout le reste de ce qui va suivre. Alors, aussi, un accord sur le but et le déroulement. Notre but, nous sommes réunis, c'est pour ça, et nous prévoyons de passer tant de temps. Soit respecter différentes phases, et avoir l'accord de nos interlocuteurs sur le but et le déroulement. C'est déjà démarré positivement. Alors, maintenant, c'est découvrir aussi les attentes de nos interlocuteurs et dès le début d'un tel entretien et aussi à d'autres moments, c'est utiliser un certain nombre de questions qui ont un but particulier et qui vont amener différents types de réponses. D'où les questions ouvertes neutres. Questions ouvertes neutres, elles incitent à la réflexion et amènent une large information. D'où l'intérêt d'utiliser ces questions en début d'entretien, en début de négociation. Par exemple, voulez-vous présenter votre entreprise? Question ouverte. Ou voulez-vous imaginer, décrire une situation telle que vous le voulez? Par exemple, question ouverte toujours. Maintenant, il y a des questions ouvertes qui sont influencées, qui orientent la réflexion. Par exemple, quel intérêt voyez-vous à? Comment allez-vous faire pour? Question ouverte et aussi influencer, orienter. Et il y a des cas, ce sont des vrais leviers, d'où l'intérêt aussi de préparer ces questions à certains moments. Qu'attendez-vous d'un partenariat efficace? Par exemple, ça c'est une question que je pose souvent la première fois que je rencontre un client potentiel. Maintenant, il y a des questions fermées, neutres. Et celles-ci, ce sont des questions de contrôle toutes les 120 secondes. Enfin, ça, c'est théorique, hein, mais quand on le sent, c'est par exemple des questions de contrôle. Vous me suivez? C'est clair? Je peux continuer? Voulez-vous des précisions? Par exemple. Et aussi les questions fermées, influencées. Alors, ces questions-là, attention, c'est à utiliser avec précaution parce que ces questions sont souvent ressenties comme étant extrêmement manipulatoires. C'est manipulatoire. Bien souvent, ces questions, c'est des questions incitatives qui incitent à des réponses positives. Par exemple, nous sommes bien d'accord sur ce point. L'autre sent évidemment qu'il a intérêt à dire oui. Aussi, ne pensez-vous pas qu'il serait urgent de prendre une décision? Non, mais bien sûr. Ou encore, on va passer surtout à des exemples de questions de découverte. Questions ouvertes pour découvrir les besoins de l'autre, ce qui le motive. Pouvez-vous me présenter votre entreprise ou votre activité? Quelles sont vos responsabilités? Alors, ça ne veut pas dire que ces questions, il faut les présenter dans un certain ordre, les poser dans un certain ordre, et aussi qu'elles soient toutes nécessaires. Par exemple, cette deuxième question, quelles sont vos responsabilités? C'est probablement pas là une question que je vais poser en premier, si toutefois cette question est nécessaire. Ce sont des exemples de questions découvertes, des questions ouvertes. Alors, qui sont les principaux acteurs dans la prise de décision? Ça peut être une question importante. Qu'attendez-vous d'un fournisseur ou d'un partenaire efficace?
Et cette question-là, qu'attendez-vous d'un fournisseur ou d'un partenaire efficace, on peut quasiment la poser dans tout type de négociation, quitte à l'adapter, bien entendu. Alors, quels sont vos critères de sélection d'un partenaire? Comment faites-vous pour choisir vos partenaires? Bon, c'est complémentaire ou de l'autre question. Ou quelles sont les attentes de vos clients, de vos partenaires? Ça me permet de connaître les préoccupations de mon interlocuteur aussi. À quel stade en est votre projet? Avez-vous pensé à différentes options? Et ça, ce sont des questions ouvertes. Et il suffit souvent de 3 questions ouvertes complémentaires qui vont faire que vous allez mieux découvrir les mobiles, les motivations, les attentes, les besoins de votre interlocuteur. D'où l'intérêt de les préparer 3 bonnes questions ouvertes. Même, nous sommes souvent en négociation et on s'interdit d'argumenter avant d'avoir eu la réponse à 3 questions. Maintenant, j'ai entendu, compris les attentes de mon interlocuteur, mieux encore, je vais lui montrer que j'ai compris, c'est-à-dire que je vais reformuler. Quand mon interlocuteur me dit oui, c'est tout à fait ça, eh bien là déjà, j'ai créé la confiance, la crédibilité et je donne envie de continuer. Et vous voyez que dès le départ, il suffit de certaines choses précises qui font que je vais créer un certain climat de confiance et aussi par les questions que je vais poser, je vais montrer de l'intérêt pour l'autre. Par toute mon attitude, je vais montrer que je suis là pour comprendre l'autre et tout faire pour répondre à ses attentes. Et vous voyez que dès le départ, ça, c'est ce qu'on peut appeler déjà une méthode de conclusion implicite. Je montre par mon attitude, mon esprit de coopération, ma volonté de répondre à ses attentes. Et aussi, un point, dans mon argumentation comme dans ma façon de m'exprimer, je vais m'exprimer au présent et surtout pas au conditionnel. Alors, l'argumentation, c'est tout à fait différent que de réciter un catalogue de caractéristiques et d'avantages. Plus je parle, plus je risque de lasser l'autre ou encore de lui donner des éléments qui ne l'intéressent pas. Donc, je pose des questions, je comprends mon interlocuteur et après, qu'est-ce que je vais développer? Eh bien, des avantages qui coïncident à ses attentes. Et rien d'autre, car plus je parle, plus je risque de développer des points qui ne l'intéressent pas et de provoquer du désintérêt, de la lassitude, voire des objections. Et c'est ça le propre d'un négociateur professionnel. Un pro, c'est quelqu'un qui est bien préparé et qui s'interdit de baratiner, de parler à tout va. C'est un dialogue aussi. Et aussi, quand j'argumente, c'est sur des points qui intéressent mon interlocuteur. Et plutôt que de dérouler toutes les caractéristiques, je vais choisir celles qui intéressent mon interlocuteur et surtout, je vais les présenter sous forme d'avantages et d'avantages pour lui. À qui pense l'homme avec un grand H en premier? À lui, à lui, à lui et à lui. D'où l'intérêt de développer des caractéristiques en avantage pour lui. Si j'ai un client qui est bottom line, enfin qui attend des résultats, par exemple, là, je vais éviter d'argumenter sur son image de marque. Je vais argumenter sur ce que je propose et sur ce que je propose qui va lui apporter à lui au niveau de la ligne du bas, par exemple. C'est développer donc les avantages pour lui ou pour son entreprise. C'est donc avoir une argumentation sélective, adaptée en fonction des attentes de l'autre. C'est ça le propre aussi d'un négociateur professionnel. C'est être capable de s'adapter
et de connaître tellement bien le projet qu'on veut lui vendre, ou l'idée qu'on veut lui vendre, ou le produit qu'on veut lui vendre, c'est de connaître tellement bien qu'on va pouvoir le présenter de manière différente en fonction de ses attentes à lui. Voire même en utilisant ses mots à lui, son vocabulaire à lui, ses formules, ses tournures de phrases. C'est ça, la souplesse de comportement, c'est ça la capacité d'adaptation. Et c'est ça aussi, créer un climat de confiance, créer une certaine connivence, créer un climat de confiance. Maintenant, plutôt que de développer que des avantages, eh bien, je vais dire pourquoi. Je vais donner des preuves, donner des exemples et surtout quelque chose de vérifiable et de contrôlable. C'est ça aussi la crédibilité et le professionnalisme dans la négociation. Et avant ça, eh bien, répétez. Si je ne suis pas habitué à vendre ce produit, c'est par exemple quelque chose de nouveau, c'est une idée à laquelle je veux convaincre, je veux entraîner les autres à mon idée, à mon projet, eh bien, je vais bien le préparer, je vais préparer mes arguments et je vais répéter. Quel est l'intérêt de la répétition? Eh bien, c'est que d'une part, on va dire les choses avec facilité, avec conviction, et surtout quand je répète, je développe mon argument, mon argumentaire, je le répète, et je vais me l'approprier, et je vais l'aimer de plus en plus, et là je vais m'auto-convaincre, et là je vais faire passer de la conviction. Donc, le professionnalisme, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'entraîne. C'est ça les caractéristiques d'un négociateur professionnel. Alors maintenant, je regarde où en sommes-nous dans le temps passé. Eh bien, il y a déjà une demi-heure. Si vous voulez poser des questions, qu'en pensez-vous? Questions ouvertes. Allez-y, on peut faire une pause. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Ou des réactions, vous pouvez faire des objections aussi, hein, bien sûr. Pensez-y, pensez à vos questions et écrivez dans la boîte de chat, la fenêtre de chat, je vais y répondre. Allez, on continue. Alors maintenant, quelles sont les principales difficultés qu'on peut trouver dans une négociation? C'est les objections. Ah, quelqu'un a écrit « Tout dialogue peut devenir une négociation pour parler même de recherche de... Vous parlez même de recherche de prospects. » Oui, tout à fait. Tout à fait. Un dialogue peut devenir une négociation, c'est vrai. C'est vrai. D'où l'intérêt de poser des questions, d'écouter, de reformuler. Et ça peut effectivement être utile et être utilisable même dans une conversation, dans beaucoup de domaines, à beaucoup de moments. Alors, la réponse aux objections. Souvent, quand nous travaillons sur la négociation avec des vendeurs, même des vendeurs d'expérience, hein, ils disent oui, mais ce qui est sûr, c'est les objections, les gens s'opposent, quelquefois on a bien avancé, on que ça va aller, etc. Au dernier moment, paf, une objection. Ah, maintenant, posez une question. Quelqu'un qui ne fait pas d'objection, qu'est-ce que ça montre? Ça peut être inquiétant. Quelqu'un qui ne fait pas d'objection, ça peut être du intérêt. Il n'est pas véritablement, entre guillemets, acheteur. Donc, quelqu'un qui fait des objections, ça montre qu'il s'intéresse, qu'il a besoin d'un certain nombre d'informations pour aller plus loin. Donc, quelqu'un qui fait des objections, formidable. Vive l'objection, formidable. D'où l'intérêt de savoir aussi de l'accueillir, cette objection, et de l'accueillir positivement, et savoir aussi y répondre. Si je suis préparé, je trouve que cette objection,
je la comprends bien, elle est positive, je vais pouvoir répondre positivement et avec toute la maîtrise de soi nécessaire. Accueillir l'objection. Alors oui, seulement vous allez me dire, oui, mais comment? D'abord, je vais l'écouter et l'écouter jusqu'au bout. Par mon attitude, je montre que j'accueille cette objection plutôt que de m'opposer. Et l'écouter jusqu'au bout. Et mieux encore, qu'est-ce que je peux faire pour montrer que non seulement j'accueille l'objection, et aussi que je la comprends? Eh bien, je vais l'écouter jusqu'au bout et ensuite je vais reformuler. Je vais montrer que je comprends. Maintenant, si dans les propos de mon interlocuteur, il y a des points qui sont formulés négativement, dans ma reformulation, je vais reformuler le sens, je vais capter le positif et le reformuler. Et je vais éviter d'utiliser les mots qui sont négatifs, les mots barbelés. Le tout, c'est pas forcément de répéter ce que l'autre m'a dit, c'est de montrer que je comprends le fond de son intervention. Quelqu'un me dit, par exemple, c'est cher, je peux lui dire, oui, effectivement, c'est un budget, c'est un investissement important. Par exemple, il y a d'autres éléments, d'autres objections. Et ensuite, je vais répondre. Je vais répondre sans me justifier et sans agressivité. Et ouais, c'est beaucoup plus facile si je prends le temps au départ d'écouter. Et ce temps que je vais passer, je vais essayer, je vais aussi chercher les points positifs de l'objection de l'autre. Si j'ai trouvé les points positifs, je n'éprouve pas le besoin de me défendre, de me justifier ou d'être agressif. C'est ça aussi la force de l'attitude positive. Et ensuite, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça qu'il faut faire, mais aussi je peux transformer l'objection en question. Une fois que j'ai donné une réponse, je peux dire, alors, compte tenu de cela, quel intérêt voyez-vous à faire comme ceci ou comme cela? Ou quel avantage voyez-vous à ceci ou cela? Hein? Ou d'après vous, de quoi ça dépend alors? Ou d'après vous, pourquoi? Pourquoi est-ce important? Voilà. Ça veut dire qu'après, par une bonne question, eh bien, je vais orienter la réflexion de l'autre sur l'action, sur les avantages, sur les moyens. Ah, vous allez me dire, oui, oui, mais, tiens, je vais faire une objection pour vous. Mais oui, mais, face à une objection qui nous prend dépourvu, c'est quand même difficile de répondre de cette manière. Absolument, absolument. Alors, comment faire pour y arriver? Eh bien, d'abord, si je me mets à la place de mon interlocuteur avant l'entretien, eh bien, je vais dégager une, deux, trois objections. Les principales, face à une objection, eh bien, je vais chercher une, deux ou trois réponses. Et donc, comme au début de l'entretien, eh bien, j'ai entendu les attentes de mon interlocuteur, je vais écouter ses objections. Et comme j'ai une panoplie de bonnes réponses, spontanément, je vais pouvoir sélectionner. Alors, looks like connection failure. Ça va reconnecter. Si vous m'entendez, on va attendre. Alors, comme... Ah, est-ce que cette fois vous m'entendez? Vous me revoyez?
Bien. Alors, on continue. Donc, nous en étions à la réponse aux objections. Donc, après l'entretien, j'ai préparé les principales objections, une, deux, trois. Et face à chacune de ces objections, je prépare une, deux ou trois réponses. Et en début d'entretien, donc, je découvre les attentes de mon interlocuteur. Et donc, s'il me fait une objection, spontanément, je vais pouvoir sélectionner la réponse qui coïncide le mieux aux attentes de mon interlocuteur. Et c'est ça qui fait la magie de la négociation. Ça a l'air d'être magique, facile, simple, seulement ça repose comme un numéro de magie sur de l'entraînement. Il n'y a pas de hasard, d'où le professionnalisme. Bien, alors quelqu'un, je pense, a posé une question. Pouvez-vous reprendre sur les questions et les trois réponses, puis les attentes? Oui. D'abord, dans l'entretien, je pose des questions pour connaître les attentes de mon interlocuteur. Ces attentes sont identifiées. Avant l'entretien, je me suis mis à la place de mon ou mes interlocuteurs. Et je me suis dit, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais comme objection? Ce qui me permet de dégager les principales objections. Et face à ces principales objections, je vais préparer une, deux ou trois réponses. En m'appuyant sur ces différentes phases, si c'est nécessaire, je peux quelquefois montrer que je comprends l'autre et répondre tout de suite et m'arrêter à cela. Je peux aussi poser une question directement, je l'écoute, et ensuite, plutôt que de donner une réponse en formulation, je peux lui poser une question, que je lui dis, il me fait une objection, je dis oui, effectivement, et d'après vous, pourquoi? Donc, j'ai préparé différentes réponses possibles, et en fonction des attentes de mon interlocuteur, il me fait une objection, je vais pouvoir mieux et spontanément sélectionner la réponse qui coïncide le mieux aux attentes de mon interlocuteur. C'est ça la force de la préparation. Alors, quelqu'un dit aussi, pourquoi ne pas se justifier? Plus je me justifie, plus je montre de l'embarras, plus je montre une certaine faiblesse, et plus j'encourage l'autre à argumenter davantage, à faire davantage d'objections, et d'user et d'abuser de sa position dominante sur laquelle je vais placer moi-même en me justifiant. Me justifier, oui, quand même, peut-être, pas fait exprès, c'est pas exactement ce que je voulais dire, etc. Plus je suis comme ça, plus j'encourage l'autre à se renchérir ou à être moins crédible. Alors, ensuite, la conclusion. Alors, il y a plusieurs façons de conclure. On peut passer sur les techniques de conclusion, les manières de conclure. Il y en a d'abord une qui, elle, est une conclusion implicite. Dans toute notre attitude, on montre à l'autre que ce qu'on veut. Notre intention, c'est de répondre à ses attentes et de tomber sur un bon accord, de lui donner satisfaction. Si j'ai cette attitude, eh bien, je crée davantage de confiance, je crée davantage la confiance, je lui donne davantage envie de travailler avec moi. Et mon attitude, je fais comme si les choses étaient naturelles et allaient se faire tout naturellement. C'est une forme de conclusion implicite. D'où aussi parler au présent et s'exprimer comme si le client avait déjà pris la décision, avait déjà décidé de travailler avec nous, de nous faire confiance, comme si c'était fait tout naturellement. Naturellement. Maintenant, on peut conclure de manière différente, c'est résumer l'entretien
Donc, nous avons dit que ceci, cela, hein, c'est bien ça, hein, d'accord? Et puis, l'approbation de la part de notre interlocuteur. Quelquefois même encore, ça m'est déjà arrivé, c'est rare quand même, hein, c'est l'interlocuteur lui-même qui reprend les points clés de la négociation et qui conclut lui-même. Maintenant, c'est relativement rare, ça arrive. Si ça n'est pas le cas, vous le faites vous-même. Et ensuite, vous proposez une action. Dans le entretien, nous sommes bien dit que, nous sommes d'accord pour, voilà. Là, on pose des questions ouvertes, influencées, fermées, très orientées. Et ensuite, question pour l'accord de l'interlocuteur. Et ensuite, des exemples de conclusion d'entretien. Comment voulez-vous que nous fassions pour le futur? Par exemple, de quoi avez-vous besoin pour prendre votre décision? Ça, c'est souvent une question très importante et très efficace. Les gens disent, oui, écoutez, j'ai besoin de réfléchir. D'accord. Et de combien de temps avez-vous besoin? Ou de quoi avez-vous besoin pour prendre votre décision? Que pouvons-nous faire pour vous aider à avancer dans ce projet? C'est une question qui peut être utile quelquefois. Et aussi, quand tout a été dit, on pose une question. Notre interlocuteur, quelquefois, a besoin d'un certain temps pour répondre. Plutôt que de s'engouffrer dans le silence et perturber sa réflexion, j'attends. Dans la plupart des cas, les réponses les plus importantes arrivent au bout du silence. Et c'est extrêmement difficile quand on n'y est pas préparé à faire le silence. Et pourtant, le silence est extrêmement puissant. Quand tout a été dit, à quoi ça sert d'en rajouter? La puissance du silence. Essayez. Maintenant, vous pouvez essayer si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes plus convaincu d'intérêt. Vous essayez dans une simple conversation, vous posez une question. Attendez. Vous allez vous apercevoir que bien souvent, vous allez avoir des réponses et des informations précises que vous n'auriez pas eu autrement. La force du silence. Et vous voyez que ça encore, c'est tout à fait différent du vendeur, négociateur, baratineur qui parle beaucoup. C'est tout le contraire. Alors, quelle heure est-il? C'est bientôt l'heure. Et avant ça, posez-moi vos questions. Vos questions, vos objections. Allez, écoutez, vous allez recevoir en plus de ce PowerPoint avec tous ces éléments clés, vous aurez aussi des coordonnées. Donc, si vous avez d'autres questions, eh bien, contactez-moi, envoyez-moi un SMS ou un mail ou un message sur ma messagerie. Je vous promets, je vais vous répondre dans les 24 heures maximum. Maintenant, nous avons deux chaînes YouTube. Il y a celle-là et une autre. Il y en a une, c'est une chaîne YouTube Régis Bossu. L'autre, c'est International Leadership. Vous aurez d'autres webinaires, d'autres exposés sur des points clés de la communication, du management. Et aussi, tous ces webinaires et interventions, vous pouvez aussi les partager avec les personnes. Le prochain webinaire, c'est mardi 19 mai, toujours à 12h30, dans le site Affirmation des personnes, comment mener des entretiens de développement, soutien, motivation. En fait, ce sont des vrais entretiens de coaching. On travaillera encore plus concrètement qu'aujourd'hui, où je vous montrerai des pas précis et comment mener ce type d'entretien. Alors, quelqu'un dit, pouvez-vous reparler?
de l'autoconviction. L'autoconviction, effectivement, si je veux convaincre les autres, il faut que je sois convaincu moi-même. Et il y a des cas pour montrer que je suis convaincu, c'est dire les choses avec une certaine conviction, un certain dynamisme, un certain enthousiasme. Et quelquefois, je suis habitué à vendre, entre guillemets, je ne suis pas habitué à développer les avantages de cette idée, de ce projet. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aligner ces arguments, je vais les répéter jusqu'au moment où je me les approprierai davantage, jusqu'au moment où je vais aimer ces arguments, vraiment les sentir vraiment. Et là, je serai encore plus convaincant. L'autoconviction, c'est un entraînement. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais m'entraîner, m'autoconvaincre sur des choses qui sont complètement fallacieuses. Si je veux négocier, si je veux obtenir un accord qui dure, j'ai intérêt à être crédible et proposer, donner, avancer des choses qui soient vraies et qui se tiennent dans le temps. D'où conviction. Je m'entraîne, je dis et je fais les convictions, j'aime l'idée que je veux vendre, le produit que je veux vendre, je suis convaincu. Ça se travaille aussi. Quelqu'un dit aussi comment intégrer les spécificités culturelles dans les négociations internationales. Alors là, oui, comment les intégrer? Là, il faut une préparation encore plus importante. C'est se renseigner sur la culture du pays, la culture des personnes. C'est passer du temps à ça. C'est aussi écouter les gens, véritablement se mettre à leur place, comprendre ce qui se passe, pourquoi ils disent des choses comme ça, pourquoi ils font les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter certaines maladresses? D'où je vais travailler avec des gens d'une culture différente, je vais me renseigner sur leur pays, leurs valeurs, leur culture, sur la personne elle-même, si je le peux aussi. Si j'ai affaire à un groupe multiculturel, je me préparerai encore plus. Et au minimum, je vais détecter les points sur lesquels je dois éviter toutes les maladresses. Et puis marque-bouter sur des propres convictions, des propres valeurs. C'est pas le but. D'où, là encore, et plus encore, préparation et se mettre à la place des autres. Il m'arrive fréquemment d'avoir des gens qui me disent bien, j'ai une double culture. Plutôt que de me contenter de dire ah, c'est formidable, je l'écoute. Et là, je découvre des choses formidables souvent. Il y a des gens étonnants. Et dans leur culture, on découvre des choses précieuses et infiniment respectables. Qui a d'autres questions encore? Alors, on continue. Prochain webinaire, donc le 19 mai. Et aussi une offre spéciale confinement pour tous les élèves de Centrale Supélec, Subdeco, ESSEC, tous les partenaires de Centrale, une offre spéciale confinement. C'est une formation online, le leadership en action. Donc, on travaille à distance. On a des réunions, il y a des heures de coaching. On travaille en face à face comme si on était ensemble. Trois options, en auto-formation, en formation tutorée et aussi en formation blended avec en plus 3 heures de coaching. Les honoraires sont divisés par 3 seulement pendant la période de confinement, de déconfinement aussi, puisqu'on y arrive bientôt. Maintenant, mes coordonnées et aussi, et pour terminer,
Félicitations pour votre participation. Donc, à très bientôt.